Appliquer le théorème d'Ampère. Comment passer de M. Ampère à l'expression du champ magnétique créé par un fil infini, B égale mu0i sur 2π fois 1 sur la distance au fil fois le vecteur uθ. Rappelons l'équation de Maxwell-Ampère, l'une des 4 équations de Maxwell, en statique, c'est-à-dire en régime indépendant du temps. Le rotationnel du champ magnétique est égal à mu0, perméabilité du vide, fois le vecteur densité volumique de courant, J, au point M. Cette équation va nous permettre de démontrer le théorème d'Ampère. Le théorème de Stokes permet d'affirmer que la circulation sur un contour fermé du champ magnétique est égale au flux sur la surface s'appuyant sur ce contour, orienté par le choix de l'orientation du contour, au rotationnel de B, scalaire n, ds. D'après l'équation de Maxwell-Ampère, le rotationnel de B est égal à mu0 fois le vecteur J. On obtient ainsi une relation entre la circulation du champ magnétique sur un contour et le flux du vecteur J. D'où finalement l'expression du théorème d'Ampère qui dit que la circulation le long d'un contour orienté C du champ magnétique est égale à mu0 fois le flux à travers la surface qui s'appuie sur le contour de J, scalaire n ds, c'est-à-dire encore mu0i fois ce que l'on appelle l'intensité enlacée. Rappelons que le vecteur normal n est déterminé par le choix de l'orientation du contour et est donné par la règle, par exemple, du tire-bouchon. Prenons comme premier exemple d'application du théorème d'Ampère le cas d'un fil infini de rayon grand R parcouru par un courant volumique infini, par exemple un fil de cuivre tout simplement parcouru par un courant. C'est un cylindre, O va être l'origine du repère choisi, R le rayon du cylindre, le vecteur densité de courant est uniforme porté selon le vecteur UZ, donc selon l'axe du cylindre. L'intensité totale qui parcourt le cylindre est égale au flux du vecteur J à travers une section transverse, c'est-à-dire π fois grand R au carré fois J. Nous allons appliquer le théorème d'Ampère afin de déterminer l'expression du champ magnétique B en un point M quelconque de l'espace. Voici la méthode à suivre pour appliquer le théorème d'Ampère. On retrouve ainsi d'ailleurs une méthode similaire à celle que nous avions vue dans la vidéo sur le théorème de Gauss. Commencez par l'étude des invariances, puis l'étude des symétries, qui va souvent ensemble. Choisir le contour d'Ampère pour calculer la circulation du champ magnétique. Calculer ensuite le courant enlacé. Et enfin, trouver l'expression finale du champ magnétique en appliquant le théorème d'Ampère qui dit que la circulation de ce champ magnétique est égale à mu0 fois le courant enlacé. Revenons donc sur l'histoire du cylindre de rayon grand R de notre fil parcouru par un courant de vecteur J. Considérons un point M situé à l'extérieur, par exemple, de ce fil et définissons les coordonnées cylindriques de ce point. Petit r, la distance à l'axe, l'angle θ et la cote z du point M. Il y a invariance par translation selon z, puisque le cylindre est supposé être infini. Il y a invariance par rotation, puisque le vecteur J est uniforme. Par conséquent, le champ magnétique ne peut dépendre que de la variable petit r. Qu'en est-il maintenant des symétries? Eh bien, considérez le plan qui passe par l'axe OZ et qui contient le point M, le plan méridien en quelque sorte. C'est un plan de symétrie pour le vecteur J. Par conséquent, le champ magnétique est perpendiculaire à ce plan. Il sera donc porté par le vecteur Uθ.
Ainsi, le champ magnétique pourra s'écrire une valeur algébrique, B de R, fois le vecteur Uθ. Quel contour d'ampère choisir? Considérons toujours un point M situé à l'extérieur du fil et considérons le cercle de centre H, qui est la projection orthogonale de M sur l'axe Z, et de rayon petit r, la distance HM. Le champ magnétique, rappelons-le, est de la forme B de R fois le vecteur Uθ. Et évaluons maintenant la circulation de ce champ B sur le contour. On peut ainsi calculer la circulation le long du contour que l'on vient de définir du champ magnétique scalaire dl, c'est-à-dire la circulation de B qui peut s'écrire B de R fois le vecteur Uθ, scalairement dl, c'est-à-dire dl orienté par le vecteur Uθ. Notons que Uθ scalaire Uθ est égal à 1 et que la valeur algébrique du champ magnétique B de R, constante, peut être sortie de l'intégrale. On obtient alors que la circulation du champ B sur ce cercle est tout simplement égale au périmètre du cercle de πr fois la valeur algébrique B de R. Calculons maintenant le courant enlacé. Si le point M est à l'extérieur, petit r supérieur à grand I, bien, le courant enlacé est le courant qui est ici, c'est-à-dire le courant total grand I, ou encore πr carré fois J. Par contre, si le point M est à l'intérieur du fil, le courant enlacé sera plus faible. Il sera donné par le flux du vecteur J, mais à travers une surface plus petite, π fois petit r au carré. Et en remplaçant J par grand I sur π fois grand R au carré, on obtient finalement l'expression du courant enlacé en fonction du courant total qui parcourt le fil. Plaçons-nous à petit r plus grand que grand R et appliquons le théorème d'Ampère. La circulation du champ B de πr fois B de R est égale à μ0 fois l'intensité enlacée, qui vaut ici l'intensité grand I. Si petit r est inférieur à grand R, cette circulation de πr fois le champ sera égale à μ0 fois l'intensité enlacée. On a vu qu'elle était égale à petit r sur grand R au carré. Finalement, si petit r est supérieur à grand R, c'est-à-dire en dehors du fil, eh bien on trouve que le champ magnétique vaut μ0i sur 2π fois 1 sur la distance à l'axe fois le vecteur Uθ. On retrouve l'expression du champ magnétique créé par un fil infini sans dimension. Et si on est à l'intérieur, eh bien le champ magnétique apparaît comme étant proportionnel à petit r et toujours porté par le vecteur Uθ. Présentons d'autres applications très classiques et commençons par un solénoïde que vous avez dû rencontrer bien souvent dans vos salles de travaux pratiques. C'est un enroulement de spire jointive parcouru par un courant I et qui possède petit n spires par mètre. Nous allons admettre que le champ à l'extérieur est égal à 0 et nous souhaitons calculer le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. Et pour ça, nous allons appliquer le théorème d'Ampère. Considérons un point M situé à l'intérieur du solénoïde et commençons à étudier les propriétés d'invariance et de symétrie. Le solénoïde étant infini, il y a invariance par translation selon Z. On peut donc affirmer que le champ magnétique ne va pas dépendre de Z. Il peut dépendre de R, la distance à l'axe, et éventuellement de l'angle θ si les spires ont des formes a priori quelconques. Le plan perpendiculaire à l'axe Z, passant par M, est un plan de symétrie. Par conséquent, le champ magnétique est perpendiculaire à ce plan. Il pourra donc s'écrire une valeur algébrique du champ magnétique fois le vecteur UZ. Prenons alors comme contour d'Ampère le rectangle
ACDE orienté de A vers C. Le vecteur normal à ce contour, donné par la règle du tire-bouchon, est le vecteur n qui pointe dans cette direction-là. La circulation du champ magnétique le long de ce contour peut s'écrire tout simplement B en m, valeur algébrique que multiplie la longueur de ce contour petit l. En effet, la circulation ici et là est nulle, puisque le champ magnétique est perpendiculaire au déplacement. Et de D à E, le champ extérieur est nul. Ainsi, la circulation se limite bien tout simplement au produit de B fois L. D'après le théorème d'Ampère, cette circulation doit être égale à μ0 fois l'intensité enlacée. Eh bien, si on appelle petit n le nombre de spires par unité de longueur, petit n fois L représente le nombre de spires dans le contour, chacune portant une intensité I. Par conséquent, l'intensité enlacée vaut tout simplement petit n, petit l fois I. D'où l'expression du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. C'est un champ uniforme donné par B égale μ0 petit n fois grand I et le tout porté par le vecteur uz. Considérons comme deuxième exemple une nappe infinie d'épaisseur petit e parcourue par un vecteur J porté par le vecteur Ux. Et on va déterminer, là encore par application du théorème d'Ampère, le champ magnétique créé en n'importe quel point de l'espace par cette nappe volumique. Considérons donc un point M situé par exemple au-dessus du plan parcouru par les courants. Il y a invariance par translation selon x et selon y, puisque la zone parcourue par le courant est supposée être infinie. Par conséquent, le champ magnétique ne peut dépendre que de z. Par ailleurs, le plan perpendiculaire au plan du tableau et passant par le point M est un plan de symétrie pour la répartition de courant. Par conséquent, le champ magnétique va pouvoir s'écrire selon le vecteur uy avec une valeur algébrique qui dépend uniquement de z. Considérons maintenant le plan OXY. C'est un plan de symétrie pour la répartition de courant. Par conséquent, si M' est le symétrique de M par rapport à ce plan, alors le champ magnétique en M' est l'opposé du symétrique du champ magnétique par rapport à ce plan. Ainsi, le champ en M' est égal à l'opposé du champ au point M. Nous pouvons maintenant choisir un contour d'Ampère. Ce sera le carré EACD. Il passe par le point M et par le point M'. Il sera orienté dans ce sens positif. Le vecteur normal donné par la règle du tire-bouchon est alors le vecteur n qui pointe dans cette direction. La circulation du champ magnétique sur ce contour peut s'écrire tout simplement B fois la longueur, puisque l'orientation se fait dans le sens uy. Et ici, pareil, l'orientation va de la gauche vers la droite dans le même sens que le champ magnétique. Nous obtiendrons 2 fois la longueur L fois la valeur algébrique B en Z. Par ailleurs, la circulation du champ magnétique sur les côtés est nulle puisque le champ magnétique est perpendiculaire au déplacement. La circulation se limite donc à 2 fois L fois la valeur algébrique. Il nous faut maintenant calculer le courant enlacé. Prenons le cas de la figure, le point M est au-dessus de la zone chargée. Le courant enlacé est le flux du vecteur J à travers ce contour. Les courants sont uniquement dans cette partie-là, de hauteur petit e, de largeur petit l. Le courant, il faut multiplier par J pour l'avoir, mais le vecteur J rentre dans la direction UX alors que le vecteur normal est dans l'autre direction. Il faut par conséquent mettre un moins. Maintenant, si Z, tout en restant positif, est plus petit que E sur 2, l'intensité enlacée
deviendra moins J fois L, fois cette fois, si le point M est ici, cette hauteur qui vaut 2 fois Z. On obtient ainsi que pour Z supérieur à E sur 2, eh bien, le champ magnétique est uniforme. Quand on est au-dessus de la nappe, mais dans la nappe, le champ magnétique varie de manière proportionnelle à Z. Et rappelons que le champ en moins Z est l'opposé du champ en Z.